Bonjour et bienvenue, nous sommes lundi, c'est donc Pâques et aujourd'hui nous allons parler de NBA comme tous les lundis en direct sur le stream.fr et ce soir sur la chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à mettre des petits likes, à mettre des petits commentaires, c'est toujours ça de prix. Erwan, comment vas-tu? Bah écoute, je suis là finalement, après une décision hier soir d'avoir peut-être quitté la First Team pour aller rejoindre, pour reprendre la place de la boule à Fort Boyard. Finalement non, je me suis rétracté, paix à son âme, je me suis rétracté, me voilà bien à la First Team, c'était bien évidemment une blague. Parce qu'il y en a quand même qui l'ont pris au premier degré. Je suis toujours très étonné de voir que ce genre de choses juste drôles marche. C'était même pas pour piéger les gens, c'était pas un 1er avril. C'était juste un montage catastrophique qu'on s'est fait entre nous, enfin que Tom a fait et qui nous a envoyé dans le groupe et qui a donc fini par être une blague prise au sérieux par certains. Très étonné. On a reçu des textos quand même pour dire ah ouais, tu vas faire quoi et tout. Bon, admettons. Rien, je vais continuer ce que je fais. Absolument. Bon, en tout cas, c'est le lundi de Pâques, c'est férié, donc chez vous, j'imagine que vous êtes plutôt peinards. Nous, on est là avec toute l'équipe technique pour se régaler, parler de NBA. On a 2-3 annonces. La première, c'est que le week-end prochain, c'est le NBA Crossover, donc pendant 4 jours, eh bien, la NBA s'invite à Paris. L'année dernière, c'était quoi? C'était en septembre. En septembre, c'est toujours en septembre. C'est la première fois qu'il double dans l'année, en fait. Tout à fait. Donc nous serons sur place. Alors sûrement pas avec ces chemises. C'est à Hawaï ou à Paris le crossover? Donc nous, normalement, nous y serons dimanche. On va faire un grand quiz, donc c'est dimanche après-midi. Donc si on y sera à partir de 13h. On va confirmer ça sur les réseaux. Ça sera à 13h, 15h, 14h30. On va faire un grand quiz avec vous sur l'estrade. Vous pourrez monter sur l'estrade, jouer contre nous, jouer avec nous, et ainsi de suite. Donc si ça vous dit, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Donc ça se passe à Paris, évidemment, 26, 27. 28 avril, ça va être très cool. Deuxième petite annonce, dimanche prochain, pour ceux qui aiment la NCAA, eh bien, notre ami Henrik Parker est allé à Wake Forest pour rencontrer 2 Français, Jalen Howard qui s'est annoncé, qui s'est déclaré pour la prochaine draft, et Olivier Sarr, qui est un énorme prospect aussi français. Il est parti les rencontrer, leur poser des questions. Il a pu profiter aussi d'un match Wake Forest contre Duke, donc il y avait Zion Williamson et ainsi de suite. Donc ça passera dimanche prochain sur la chaîne YouTube, on en parlera aussi. Un vrai inside, des coulisses NBA, pour ceux qui veulent découvrir comment ça se passe un petit peu sur les campus américains, c'est un super inside d'Henrik, voilà, donc à suivre dimanche prochain. Dimanche prochain, je pense qu'on le mettra en ligne vers midi. Voici, voilà, donc maintenant le programme du jour, on va parler de la conférence Est, la conférence Ouest, évidemment on parle de playoffs, on commencera avec les matchs les plus chauds d'hier soir, et on fera un focus, une présentation de Cam Reddish, le joueur de Duke, qui là est sorti du top 5, puisque le but c'est de vous présenter les meilleurs prospects de la prochaine draft, les prochaines superstars. On finira évidemment avec Zion Williamson, puisque tout le monde se pose plein de questions sur la superstar de Duke. Voilà, on a fait le tour, mon truc se barre, c'est pas grave, on est prêt. Erwan, tu es prêt? Je n'attends que ça. Tu n'attends que ça, et bien c'est parti, on part de la conférence Ouest. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Dans cette conférence Ouest, nous avons joué entre 3 et 4 matchs, donc certaines séries commencent à se dessiner, et on va commencer avec une série qui sentait la poudre, clairement, puisque OKC est mené 3-1 par Portland. C'est une magnifique surprise, mon cher Polo. Regardez-moi le score du 4e match, c'était hier soir, le duel entre Russell Westbrook et Portland. Portland s'est imposé donc à la Chesapeake Arena, non, plutôt la Chesapeake Arena, tout à fait, 111-98. On va revenir en long et en large sur les performances d'Damian Lillard, CJ McCollum, Paul George et surtout Russell Westbrook qui a fait un tout petit match. Alors Erwan, d'abord, 3-1 avec une victoire à l'extérieur de Portland, est-ce que c'est une surprise? Ben, avant de commencer, non, mais parce qu'il faut trouver les bons mots, parce qu'avant la série, j'aurais dit oui. Quand on regarde le déroulé des 4 premiers matchs de cette série, non. Portland joue mieux, Portland maîtrise mieux son sujet, et OKC, en fait, est dans la triste continuité du dernier mois et demi de saison régulière. Donc avant la série, je t'aurais dit non, jamais. Enfin, je pensais pas, j'aurais pas mis un billet dessus. D'ailleurs, moi, j'avais mis OKC passé. Quand on regarde les 4 matchs de cette série-là, il n'y a pas photo. Il y a une équipe qui maîtrise son basket. Il y a un leader qui fait jouer son équipe. Et en face, c'est une équipe qui se cherche et au pire moment de la saison. Absolument. Alors, dans le match 3, après les 2 défaites infligées par Portland, donc à domicile, OKC s'est clairement repris. On a vu plus de consistance. D'abord défensivement, et puis ils avaient retrouvé de l'adresse. On sait que sur les 2 premiers matchs, ce qui leur manquait cruellement, c'est donc l'épaule de Paul George et les pourcentages à 3 points qui avaient été calamiteux. On parlait de 16% sur les 2 premiers matchs, qui était une honte. Ils gagnent 120-108 le 3e match avec une équipe retrouvée, j'ai envie de te dire, une assise défensive, même un Westbrook qui célèbre
on va en discuter et trash talk, donc notre ami Damian Lillard, mais on avait retrouvé en tout cas une équipe consistante, j'ai envie de te dire. Une équipe qui défensivement, d'ailleurs ça a été la base de tout, une équipe qui défensivement s'est remis à faire ce qu'elle faisait en début de saison. On rappelle que pendant les 3 premiers mois de saison régulière, c'était la meilleure défense de la Ligue et je crois que cette équipe ne peut exister qu'avec une très bonne défense. Maintenant, ils ont aussi retrouvé un petit peu d'adresse. Le problème en attaque de cette équipe, c'est qu'elle vit et elle meurt par l'adresse. Aujourd'hui, cette équipe, elle met dedans, effectivement, elle peut gagner. Mais le problème, c'est qu'on sait, quand on échange sur les mecs avec Twitter ou sur les autres réseaux, on se dit qu'ils ne vont pas tourner tous les matchs avec ces hauts pourcentages, et notamment Russell Westbrook. Alors oui, Russell Westbrook a eu des hauts pourcentages sur le match 3. On sait très bien, quand on regarde ses pourcentages en saison, qu'il ne va pas faire 2-3 matchs d'affilée comme ça. Et la preuve en est, sur le match 4, encore une fois, pas d'adresse. Et patatras. Et donc, ce n'est pas une défaite, c'est branlé. Parce qu'hier, ils prennent une branlée. Oui. Hier, ils sont clairement en dessous. Regardez ce superbe visuel incroyable. Donc ça, c'était le match 4 hier soir. Un 14 points à 23% au tir, dont un horrible 28% à 3 points. C'est une équipe, de toute manière, qui est sans idée offensive. Et ça se retrouve au coaching. Alors, moi, vraiment, on peut parler de Westbrook et on va en parler, mais je veux vraiment mettre l'accent sur Billy Donovan. Ça fait des mois, des années qu'on en parle, du fait que Billy Donovan, certes, est un super coach universitaire. On rappelle qu'à Florida, il a fait des vrais trucs. Le problème, c'est que quand tu es un NBA avec des joueurs aussi forts... avec Joakim Noah. Absolument, il est double champion. Double champion avec Joakim Noah, donc c'est un coach référencé. On pensait que quand il allait arriver, il allait avoir des idées offensivement. Il a réussi à construire des équipes cohérentes. Mais quand tu as autant de matos dans ton équipe, donc Russell Westbrook, Steven Adams, Paul George, pour ne citer que les meilleurs, eh bien, tu es en attente d'un fond de jeu. Et le fond de jeu, il est totalement inexistant. C'est que du pick and roll, c'est des systèmes très courts pour Paul George, c'est que du pick and roll. Oui, mais du coup, le pick and roll, c'est pas un fond de jeu. Mais Tom, c'est même pas du bon pick and roll. À la rigueur, on peut en discuter. Non, vas-y, justement. Mais on peut discuter, c'est quand même la force de cette équipe. Ouais, mais le pick and roll moi, les pick and roll au niveau des lancers francs avec Russell Westbrook qui dribble, je trouve que cette équipe n'a zéro spacing. Dans un basket aujourd'hui où il faut justement du spacing, où on crée des décalages pour de l'adresse extérieure, et on sait que cette équipe-là a besoin d'avoir de l'adresse extérieure, je trouve que le spacing est catastrophique. Alors, je ne sais pas si c'est Billy Donovan qui n'arrive pas à contrôler Russell Westbrook. Je ne sais pas si c'est lui qui n'a pas d'idée. En tout cas, ce qui est sûr, un peu des deux sûrement. Certainement un peu des deux. En tout cas, ce duo-là ne marche pas. Et moi, Russell Westbrook, je te dis, moi, jouer ces pick and roll systématiquement au niveau des lancers francs, ou alors même pire, aller à cheval, même sur la ligne à 3 points. Quand Lillard, lui, ou McCollum joue des pick and roll 1 mètre, 2 mètres derrière la ligne à 3 points, donc du coup, tout le monde gagne en spacing. Je trouve que cette équipe n'a pas d'idée. On joue que sur des exploits individualistes, beaucoup d'ISO. En première mi-temps hier, Westbrook, il fait que du quart terrain ISO. Il force. Alors, mais encore, il met un petit peu au début du match. Mais sur la durée, il plombe le rythme de son équipe. Et ce qui est terrible pour Westbrook, c'est qu'en face, il est dans un bunya-bunya avec un meneur qui fait tout l'inverse. Ça, c'est vrai. Qui fait tout l'inverse. Et donc, qui gère le tempo de son équipe. Et donc, forcément, le parallèle et la comparaison entre les deux, elle fait très, très mal à Russell Westbrook. Elle fait très, très mal. Tout au long de cette série, on s'est posé la question qui allait prendre le dessus sur l'autre. Alors, là, sur ce match-là, évidemment, Westbrook est largement en dessous d'un point de vue des stats. Mais c'est vrai que dans l'influence dans le jeu, dans les résultats finaux, évidemment aussi, on se rend compte combien Damian Lillard est un joueur plus juste. Et pourtant, c'est un fort attaquant d'abord, un fort shooter, un fort scoreur. Mais on se rend compte à quel point il a pris cette équipe sous son aile, capable de faire jouer CJ McCollum, évidemment. Cette victoire, c'est aussi l'avènement des seconds couteaux. Markley, c'est magnifique. Comment ça s'appelle Aminou. Putain, le mec a bossé, quoi. Il s'est devenu une arme sûre à 3 points. On parle de spacing et il est très important là-dessus. Enes Kanter fait pas le match de l'année, mais tous les seconds couteaux sont au niveau. Et donc ça veut dire que tous tes seconds couteaux sont bons. Et ton Paul George, qui est ta deuxième option, alors certes, il fait des stats, mais on le sent absent. Donc du coup, Portland est meilleur sur tous les compartiments du jeu, et je parle même pas du coaching. Hier, Paul George met 32 points, tu vois, et j'ai pas l'impression qu'il pèse sur le match. Absolument. Et je vais même être pire. Alors, il faut dire les choses. Tu vois, hier, Lillard, il fait un début de match. Hier, Lillard, il est pas bon. Non, Lillard, il est pas bon, depuis sur la fin du troisième quart-temps, sur le match 3, et sur le début du deuxième quart-temps, il est à 0 sur 10 il est frustré dans le tir. Et pourtant, il fait des passes il fait jouer McCollum, il va trouver des grands diagos sur des passes, sur des tirs pour Markless ou pour Aminou. Il garde un impact sur le match malgré la maladresse. En face, la comparaison avec Westbrook, tu vois, c'est que Westbrook, s'il ne marque pas, il n'a pas d'impact. Derrière, c'est incroyable quand même, c'est collectivement comment les mecs arrivent à se trouver. Je trouve qu'on ne panique pas. L'émotion, c'est bien, on adore l'émotion, on est les premiers à se dire qu'on aime ça. Bien sûr. Le problème, c'est que Portland maîtrise l'émotion. Quand je vois la conférence de presse de Damian Lillard, ce qu'il dit,
il le met en application. Il est dans un contrôle de l'émotion absolu. Et au bout du moment, pour gagner à haut niveau, pour être à haut niveau, maîtriser l'émotion, et je sais de quoi je parle, c'est ce que j'ai jamais réussi à faire, contrôler l'émotion. C'est pour ça que tu es jamais allé en NBA aussi. Ouais, enfin, oui, ou même en Pro B. Hein. En face, le tonton, il ne vit qu'à travers l'émotion. Dès qu'il y a un panier, dès qu'il y a une bonne défense, il crie là. Moi, ce que je vois, c'est que dans le quatrième quart-temps, quand OKC revient, c'est Paul George qui met 10 points dans le dernier quart-temps. Ouais. C'est Dennis Schroeder qui met 10 points dans le dernier quart-temps, pendant que Westbrook voit quasi plus la balle et est planqué à défendre sur Aminu ou sur Harkless. Et ça, c'est une vérité. Donc, quand je regarde Portland, je vois des coéquipiers qui croient en leur leader, qui marchent avec leur leader. J'ai l'impression que de côté du Thunder, alors on va me dire ce qu'on veut, oui, mais gna. Moi, je vois des mecs, finalement, qui le regardent, fait OK, on est avec toi. Putain, mais gros, on a du mal à te suivre. Je te pose une petite question, on va revenir vite fait, donc on continue sur ce duel-là. Qu'est-ce que tu penses du trash-talking de Russell Westbrook dans le match 3 surtout? Donc, c'est une célébration qu'il a déjà fait tout au long de la saison. Donc, en gros, c'est It's a boy, genre mon adversaire est un bébé, je suis au-dessus de lui, et ainsi de suite. Sur le principe, on aime le trash-talking. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments pour la fermer, j'ai envie de te dire? Alors, c'est toujours... Moi, j'adore que ça parle. Maintenant, ce que j'adore encore plus, c'est quand ça parle et que ça assume. Je n'ai pas trouvé le timing très bon. Et puis, j'ai pas trouvé que le moment où il le chambre, j'ai pas trouvé qu'il était en train de lui casser la gueule à Lillard. D'ailleurs, il lui casse pas du tout la gueule sur la série. Il a fait un gros match 3. Lillard fait aussi un bon match 3. Et quand il a une crise et tout, je pense que qu'il n'est pas très fier, notre ami Westbrook. Mais je trouve qu'une fois de plus, il fait les choses à contre-temps. Il fait pas les choses au bon moment. Et finalement, quand je vois le résultat du match 4, c'est qu'il doit savoir qu'il est pris dans son match-up, que l'équipe joue mieux en face. Et je pense qu'il doit avoir d'autres soucis que d'aller chambrer Lillard et les Blazers. Mais il est tellement dans son... la vision du Thunder, pour lui, elle est tellement sur le prisme Westbrook de son duel à lui, que finalement, il emmène tout le monde avec lui, dont les Schroeder. Et je trouve que c'est une faute de goût, forcément, quand tu parles autant, et on adore ça, mais que derrière, tu te fais casser la gueule et que tu arrives avec un match 4 aussi dramatique que ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Oui, mais le trash, t'aimes bien quand Draymond Green parle, t'aimes bien quand Patrick Beverley parle. Oui. Mais on aime quand les gens parlent. Le problème, c'est que moi, je trouve, et on en parle souvent entre nous, on adore parler et machin. Moi, je dis qu'il faut toujours commencer à parler avant, tu peux parler pendant. Tu gagnes, tu perds, ça fait partie du jeu, t'auras parlé. Le truc, c'est que sur les 2 premiers matchs, franchement, il est dominé. Et c'est sur un retour à domicile, un retour d'une dynamique qui commence à trash-talker. Il n'a pas commencé à trash-talker dès le début du match. Donc moi, ça me pose un peu plus de problème. Sa célébration, elle est lourde. En vrai, tu vois, c'est un truc que tu peux retrouver en tout cas. C'est un truc iconique, j'ai envie de te dire, et plutôt sympa. Le truc, c'est que tu chambres. T'arrêtes de chambrer quand tu te fais casser la gueule. Tu rechambres quand t'es un peu... Soit tu le fais tout le temps, et c'est ce qui fait de toi quelque chose. C'est différent, par exemple, de Beverley ou Draymond Green, qui chambre, mais qui donne de l'énergie. Lui, il chambre en disant « je suis meilleur que toi », alors qu'il ne l'est pas. J'ai l'impression qu'en fait, il ne l'est pas. Il ne fait pas du bien à son équipe. Beverley amène un supplément d'énergie, puis il n'a pas le même rôle que Westbrook. C'est un second couteau et c'est un mec qui est là pour ça. Draymond Green, pareil. J'adore Draymond Green, mais c'est un mec qui le fait, c'est son registre. Et autour, il y a des mecs qui maîtrisent l'émotion autour de lui. Lui, c'est le numéro 1, c'est le leader, c'est le visage de la franchise. Faire ça, je ne suis pas sûr que ça serve son équipe. Et quand je vois la réaction de Lillard en conférence de presse, et surtout sur le match 4, je te dis, la maîtrise de l'émotion, elle est clairement côté Lillard et côté Portland, et ça se sent sur ce match 4. Une maîtrise, un bon dé. Je te dis, il y a une mi-temps plutôt serrée, et dès le retour de la mi-temps, il y a vraiment une maîtrise qui me plaît énormément côté Portland. Les amis, on est évidemment en direct. J'ai vu une petite question en disant est-ce que vous l'êtes, est-ce que vous une rediff? On est évidemment en direct, on débriefe les matchs d'hier soir. Alors, quelques commentaires avant de nous donner le petit prono pour la fin de la série, Erwan. Il y a Thomas Baralis qui nous dit OKC est trop dépendant de Westbrook et surtout trop prévisible. Ils n'ont pas de plan B si Westbrook passe au travers. Moose... Ils en avaient cette année. Alors juste, je réponds à ça parce que c'est intéressant. Cette année, ils en avaient. Cette année, ils avaient trouvé un équilibre avec Paul George quand même, qui était plus de la première option du scoring, qui prenait plus de tirs, et avec un Westbrook qui était un peu plus dans l'organisation. Mais c'est ce qu'on a dit toute la saison, on verra en play-off. J'ai l'impression que cet équilibre, qui était apparemment fin, tu vois, finalement, sur la fin de son régulière et surtout sur ce premier tour de play-off, il n'est plus là. Westbrook a repris complètement le leadership. Parce que Paul George a l'air vraiment diminué. Tu vois, on dit souvent c'est des excuses et tout. Pour moi, il a l'air vraiment blessé. C'est pas le Paul George qu'on a connu toute la saison. Hier, il met 32 points. Oui, mais 32 points, c'est pas que ça. Il aurait dû mettre 40, j'ai envie de te dire, s'il est dans un bon jour, tu vois. Il a quand même beaucoup de tirs. On continue avec les petits commentaires. Réal Cléma qui est d'accord avec nous. Du coup, Portland est bien meilleur qu'OKC. Plus de sûreté dans leur jeu, plus d'impact des joueurs autour des stars.
Tout à fait. Mousse nous dit donc Westbrook, il faut qu'il arrête de shooter, il fait plus de mal à OKC qu'autre chose. Dame et CJ, bien plus efficace que le duo d'OKC, nous dit Matt. Erwan, pour finir, pour clore sur cette série, parce qu'il y en a encore 7. Juste. Non, mais encore 7, il est déjà midi 18. Le problème, c'est pas que Westbrook shoot, c'est la sélection, on le dira jamais assez, c'est la sélection de tir. Et sa sélection, elle est dramatique. Très bien. Alors, une petite, il y a 3-1. Ça se finit comment cette affaire? Est-ce qu'ils sont capables de revenir, les amis de OKC? Alors, gars, ils sont capables de revenir. Ils gagnent le match 4 à 5. Gagner un match 4, mais là, honnêtement, aujourd'hui, ils sont dos au mur. Match 5, ils doivent taper 3 fois Portland. Ils n'ont pas réussi à le faire sur les 4 premiers matchs. Celui qui gagne le match 3, ils font un match complètement décousu où ils gagnent sur une intensité folle. Et encore, je te dis, ça se décante sur la fin. Pour moi, Portland va passer 4-1. De toute manière, Westbrook qui tire énormément sur cette affaire, c'est un euphémisme. Hein. De toute manière, il tire beaucoup trop. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les ingrédients pour gagner des matchs de très haut niveau. Moi, je vois match 5 gagné par OKC à l'orgueil. En 6 matchs, Portland va faire un deuxième exploit à l'extérieur. Et puis, on verra si on a raison. Et on en reparlera évidemment de Portland. On a beaucoup parlé d'OKC. On reviendra sur Lillard, sur sa progression, sur la maturité, sur le fait qu'ils étaient sweep l'année dernière et qu'ils pourraient passer donc ce premier tour des playoffs cette saison. On enchaîne hier. Un deuxième match de la conférence Ouest s'est déroulé. C'est encore une fois les Warriors qui sont imposés contre les Clippers. 113-105. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire, à part que les Warriors se sont mis en ordre de marche, ont digéré la blessure de comment s'appelle, DeMarcus Cousins. Alors oui, ce sont des matchs serrés, mais personne n'est vraiment inquiet pour les Warriors dans cette série. Non, alors confirmation que les Clippers sont une véritable équipe pour la gratter. Absolument. Confirmation que cet été, si tu es un gros free agent NBA... Il faut aller chez les Clippers. Les Clippers, c'est quand même la destination rêvée. Il y a une équipe en place, il y a un banc qui est fort. Je pense que la superstar qui arrivera, ou 2 superstars qui arriveront, personne ne va dire « Attends, c'est mon équipe, j'étais là avant toi ». Il y a un super coach en place. Donc, ouais, oh la vache. On y reviendra, mais en tout cas, cette équipe, match après match, en saison régulière et en playoff, montre que c'est vraiment peut-être le terreau le plus sain pour, avec Brooklyn. Avec Brooklyn pour un futur agent libre. Ah, c'est sûr que c'est mieux que les Lakers sous les Knicks. Maintenant, ils se sont battus avec leurs armes. On a vu le Gilgeous Alexander être magnifique. On a vu même le petit Jérôme Robinson sur 7 minutes, sur 11 minutes, être très bon. Un Danilo Gallinari en grande difficulté. Un Pat Beverley qui fait du Pat Beverley, mais en face, beaucoup trop de talent. Un Curry moyennement inspiré en adresse, mais c'est pas grave. Il y a toujours un mec qui prend le relais. Klay Thompson était très fort sur le début du match. Il finit à 32. KD prend un peu le relais et clairement, on va pas découvrir qu'il est meilleur que Beverley, mais en tout cas, il a digéré le côté relou de Beverley. Là, complètement, il déroule. Surtout que Beverley a moins défendu. C'est vrai. Parce qu'ils ont intégré Jamichael Green dans le 5, ils ont sorti Zubac qui était quand même qui souffrait, qui était au frais sur ce début de playoff. Donc Jamichael Green qui s'est occupé du cas Kevin Durant. Et c'est finalement Pat Beverley qui s'est mis sur Klay Thompson. Il a morflé aussi. Absolument, puisque Steph Curry, tu l'as dit, 35 minutes, finit à 12 points, donc 7 passes, 10 rebonds, mais à un horrible 3 sur 14 au tir, dont 1 sur 9 au tir. C'est un tout petit match de Steph Curry. On aurait pu imaginer que c'est dans ce type de configuration que les Clippers pouvaient tirer leur épingle du jeu. Non, il faut qu'ils soient menés de 30 points pour gagner, sinon ça ne peut pas marcher. On avait dit, alors certes, ils étaient revenus de 31 points, mais n'oublions pas que si tu reviens de 31 points, c'est que tu es aussi mené de 31 points. Oui, c'est clair. Donc voilà, il n'y a pas photo entre ces deux équipes. Moi, j'adore l'état d'esprit, j'adore la hargne que mènent les Clippers. Maintenant, il y a quand même... Ce sont des bons matchs à regarder. Il y a quand même une classe d'écart. Très bons matchs. Très bonne nouvelle pour les Warriors, c'est qu'effectivement, DeMarcus Cousins n'est plus là, mais que l'apport de Andrew Bogut intronisé dans le 5, son jeu de passe, on retrouve son jeu de passe. Sa dissuasion, sa verticalité pour le rebond. Il a soit un petit peu du rebond aussi. Dédé Iguodala est très fort. Livingston fait du Livingston. Non, cette équipe des Warriors vraiment me séduit complètement et ils font bien d'être aussi inspirés. Parce que derrière, là... Parce que la demi-finale de conf qui s'annonce, c'est clair. Ça va pas être cadeau. Tu peux dire la finale NBA, en fait. Si ça avait été un 16, plutôt que les conférences. Il y a aussi un homme dont on n'a pas parlé, là, c'est Lou Williams, qui en 30 minutes nous marque 12 points à 2 sur 10 au tir. Alors, ils se sont occupés de son cas. Mais vraiment, ils ont mis un tueur à gage dessus. Quel que soit le mec, du Iguodala, du Klay, du machin, du truc. Ils l'ont éteint, et pourtant, Loulou trouve toujours des solutions. Là, pour le coup, il est vraiment passé à côté. Ça fait partie aussi du jeu. Ils ont fait ce qu'il aime pas. Du bois. Ils ont mis du bois, on sait que c'est un petit physique Lou Williams, et puis surtout zéro aide, quoi. Ils ont été en strict sur lui, coupé complètement de la balle. C'est toi et moi, je ne fais que te regarder. Là où tu vas pisser, je te suis. Limite, je vais te la tenir. Donc, tu vois, on sait que lui, en plus, ça le gêne pas. Donc là, pour le coup, ça l'a un peu plus gêné. Donc, ils ont fait une strict. Ils savaient que Lou Williams décantait beaucoup de choses.
Hier, ils ont mis du bois, ils ont laissé Montrezl faire un peu son match, mais clairement, ils se sont coupés Lou Williams de la balle et ça a marché. Quelques commentaires. Lou Williams, dramatique, nous dit Eros Volken. Aïe, aïe, aïe. Bien défendu. C'est sûr. Lolo, GS, beaucoup de syllabes. Gallinari est nul à chier sur sa série, comme Lou Williams. Bon, un peu dur. Williams, c'est nul à chier sur la série. C'est ce que je crois lire. Faut regarder un peu les matchs, les gars, parce que... Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je continue avec quelques commentaires. Clay, c'est un robot tellement son shoot est bon. C'est un peu ça. Pas inquiet pour cette série, mais ça peut rapidement coincer pour la suite selon l'équipe en face. Il y a beaucoup de choses à dire. On parlera de ce Rockets Warriors vers lequel on se dirige et on a tous envie de le voir. On en parlera plus longuement la semaine dernière. On voulait parler de Shai Gilgeous-Alexander. Vite fait, Polo, est-ce que tu me rassures? On a la petite déclaration de Lou Williams? Non, tout à fait, puisqu'en conférence de presse, Lou Williams a été 10 tirs en pique sur Shai Gilgeous-Alexander, qui, on se rappelle, lors du match 2 et la victoire des Clippers, avait fait cette magnifique play avec une petite pénétration et passe à Landry Shamet pour la gagne. Et là, 25 points, c'est tout à fait le genre de jeunes joueurs qui vont compter dans l'avenir. Quand on parle des superstars qui vont venir, d'avoir un mec comme ça avec du potentiel sur le poste 1, c'est toujours bon à prendre. Je vois Montrezl a fait un bon match. De toute manière, il fait toujours des bons matchs, notre ami Montrezl. On va donc du coup à Houston pour parler de la série face à Utah. Utah qui est en grande galère, hein, puisqu'ils sont menés 3-0. Et moi, d'après moi, c'est une surprise. Je pensais qu'Utah allait être meilleur sur cette affaire. Malheureusement, nos amis du Jazz sont acculés malgré un James Harden à 3 sur 20 au tir sur le match, et bien il n'arrive pas à gagner. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé, donc on voit cette belle victoire 104-101, et j'insiste vraiment sur cette belle victoire des Rockets. Collective, exactement. On a beaucoup parlé du 0 sur 15 sur les 3 premiers cartons de James Harden, mais moi, quand j'ai regardé ce match-là, je me suis dit, mais attends, ok, il a 0 sur 15, par contre, je suis en train de voir une équipe, c'est clair. en train de voir une équipe de Houston qui fait kiffer incroyablement. On les a beaucoup pointés du doigt en disant, ouais, mais sans Harden, il n'y a rien, il ne se passe rien dans cette équipe et tout. Zubby. Je peux te dire que là, quelle démonstration collective. Parce qu'en face, il faut y aller gagner ce match-là. Ouais. Je peux te garantir qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en play-off à l'Est ou à l'Ouest qui auraient été capables d'aller gagner ce match 3 au Jazz. Donovan Mitchell, certes, il arrose, mais il fait quand même un gros match. Bien sûr. Ils défendent très fort le plomb. Il y a une ambiance incroyable. Ils sont dans un bon soir. Et pourtant, Houston, qui est bousculé tout le match, ils arrivent quand même à les gagner en gérant parfaitement le money time. Cette équipe de Houston, attention, vraiment, ils arrivent au top, au meilleur des moments. Moi, de toute façon, je suis plutôt bluffé depuis ce début de cette série. Défensivement, c'est pas Houston. Houston s'y est mis, clairement. L'année dernière, il y avait une réelle progression. Cette année, avec la perte de Trevor Ariza et consorts, eh bien, ils étaient un peu rentrés dans leur rang. Là, défensivement, ils sont impressionnants. C'est pour ça que ça leur permet de gagner ce match avec un James Harden à 3 sur 20 au tir, puisqu'ils défendent. Donc, quand tu défends, tu es toujours dans le match. Et au talent, de toute manière, tu réussiras toujours à t'offrir des possibilités de gagner. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y a une petite conférence de presse d'après-match où James Harden est interviewé. On peut se la regarder vite fait, mon cher Polo. Est-ce que ça te va? Très bien. Vas-y, mon Polo, s'il te plaît. Hard fought win despite you going 0 for 15 from the field mentally. Yeah. Yes, mentally. You didn't know that? I went 0 for 15. You didn't know that? No, I didn't know that. From the field, I don't remember. Chris, what were you saying to Man, I went up to him right there in that timeout and I said, get your swag up. You know how we play. We don't play that percentages. We don't look at how many shots you missed or made. We put the work in. That's what you work all summer for. And we believe in them like we believe in Gerald and everybody on our team. And we keep playing and stay the course. Mentally, what were you going through those first 3.5 quarters before you finally hit? Nothing. I was aggressive. They were doing a good job of contesting my shots. And those shots that I shoot every single day, I'm going to live with them. Fourth quarter, they fell in. So game 4, nothing changes. I'm going to keep shooting the same shots. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, on vous fait une petite traduction rapide. Alors d'abord, la journaliste dit à James Harden, vous étiez à 0 sur 15, et il fait « Wow !» Wow, genre il n'était pas au courant, on sait très bien que les joueurs en général de haut niveau ont toutes leurs stats, mais là il a fait vraiment fait 0 sur 15, c'est très très laid. Derrière, et c'est plus intéressant, Chris Paul dit justement que quoi qu'il arrive, on connaît notre jeu, on connaît notre fond de jeu et nos qualités, on a continué à trouver des mecs tout seul, on fait confiance à tous les mecs de l'équipe, et c'est comme ça qu'on est allé gagner ce match-là. Ça rejoint ce que tu as dit. Moi quand je vois cette conférence de presse, cette interview d'après-match, eh bien je sens des leaders en confiance et qui ont confiance au second couteau. Tu te souviens le premier panier qui marque dans le jeu? C'est un dunk. Un énorme dunk. Un énorme dunk sur une action où Utah, c'est un petit peu le drame de leur match, c'est qu'Utah a un ballon pour faire un petit break. Je crois que c'est O'Neal qui met une énorme brique. Royce O'Neal qui met une énorme brique alors qu'il est ouvert dans le corner. Derrière, il y a une contre où c'est un ballon perdu, je sais plus. Et derrière, ça donne un panier archi facile alors que Utah avait le pouvait reprendre l'ascendant. Ça me fait ce match-là, ce match 3 perdu par Utah, ils peuvent avoir
quelques regrets, mais ils sont clairement battus par plus fort qu'eux. Ça me fait penser un petit peu, allez, un peu moindre, mais à Brooklyn face à Philly, on y reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Un match dans le match, évidemment, le Français Rudy Gobert qui, sur ce match 3, est à 10 points, 8 rebonds, seulement 4 tirs tentés dans ce match-là. En face de lui, Clint Capella, lui, est à 11 et 14 avec 9 tirs tentés. Un petit mot, qui prend l'ascendant sur l'autre? Forcément Clint Capella, mais les deux, quand même, sont toujours dépendants de leurs lignes arrière. Et Chris Paul, James Harden, même si James Harden a été maladroit, il a gardé une empreinte sur le match avec beaucoup de passes D. Il a 0 sur 15 au tir, il a 8 passes D. 10 passes D, 10. Non, mais dans le. Ah, avant, oui, d'accord. Oui. Il est à 8 passes D, notamment, et donc beaucoup pour Capella. En face, Donovan Mitchell à 9 sur 27, beaucoup dans le tir. Et Ricky Rubio et Joe Ingles ne sont pas au niveau du tout. Joe Ingles, il est catastrophique. En attaque, c'est compliqué. J'ai ses stats. Il a 6 points sur la série. Il a 6 points, 23,5% à 3 points. On est bien loin du Joe Ingles qui avait fait des jeux au Casey et Paul George la saison dernière. Donc forcément, quand tes leaders extérieurs quand ta ligne extérieure est aussi peu inspirée et aussi maladroite, c'est compliqué pour Rudy Gobert d'exister. Il reste digne, mais au bout d'un moment, c'est pas non plus lui qui va jouer des pick and roll et qui va monter la balle. Non, mais il pourrait faire des petits post-up. C'est pas encore dans ces trucs. Non, mais on connaît le profil du joueur. C'est comme Batum de mettre 35 points par match. Ouais, bon, admettons, si on veut faire des comparaisons improbables. Je ne pense pas que Utah perde parce que Rudy Gobert ne fait pas de non, pas du tout. Utah perd parce que leurs lignes arrière se font démonter la gueule. Et parce que clairement, au-delà même de tout ça, et on l'a dit sur les 2 premiers matchs déjà, offensivement, ils sont peu inspirés, peu d'adresse. Ils finissent quand même ce match, encore une fois, avec un horrible 29% à 3 points, 12 sur 41. Oui, tu peux pas gagner contre une équipe aussi forte que Houston. Bref, en tout cas, on fera un bilan du Jazz. Oui, on fera un bilan. Parce qu'on connaît la règle que tout le monde connaît, même ma grand-mère la connaît, mener 3-0. Tu ne reviens pas. Donc, sweep ou pas? Est-ce que Utah gagne le 4e match à la Je pense qu'à domicile sur l'orgueil et puis Houston va se gérer. Moi, je pense quand même 4-0. Ils sont vraiment. James Harden ne fera pas des soirs à 3 sur 20 tous les jours. Hein. Bref, donc dites-nous dans les commentaires si vous pensez aussi que le Jazz va se faire sweeper par les Rockets. On va dans la dernière série de la conférence Ouest. Eh bien, c'est Denver contre San Antonio. Il y a 2-2, c'est une super série. Ouais. On pensait à une série longue. Eh bien, pour l'instant, on l'a. Dans le match 3, les Spurs nous ont régalé. Derrick White a été extraordinaire avec 36 points. Et dans ce match 4, eh bien, Denver est allé s'imposer dans le Texas 117-109. Encore une fois, une belle victoire collective. Et gros point fort, c'est Nikola Jokic à 29 points. Ouais, ça faisait 7 ans que les Nuggets n'étaient pas allés gagner à San Antonio. La dernière fois, c'était avec Ty Lawson. Énorme Nikola Jokic, mais énorme équipe des Denver Nuggets. Cette équipe-là, moi, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je dis, ils ont le bon profil pour se faire sortir au premier tour parce qu'ils ont une expérience en playoff, effectivement. Et ça s'est senti. Ça se vérifie un peu. Par contre, nos amis, ils apprennent vite. Ils apprennent vite et très vite. Et là, ils ont fait un match exceptionnel. Un premier quart-temps où ils se font un peu marcher dessus. Ils sont à -12 à la fin du premier quart. Du coup, je me suis dit, oula, ça sent mauvais. J'ai vu un Aldridge très dominant, notamment avec sa claquette offensive qui crie tout. J'ai peur qu'ils prennent la marée. Et là, Jokic, qui n'était pas mauvais sur le début du playoff, mais qui était un peu soft, mastique, au combat. Et c'est par le combat, on a retrouvé leur forte défense de la saison régulière. Et au combat, à la dure, ils ont fait reculer ces Spurs, forts en défense. Et très vite en transition, on sait, parce que les Spurs n'aiment pas courir pour replier, et ils les ont punis. Et j'ai adoré le banc aussi des Nuggets. Absolument. Et Torrey Craig qui est magnifique. Petit changement d'ailleurs dans le 5 majeur. Will Barton qui avait été hué par son public est sorti du 5 majeur. C'est Torrey Craig qui est rentré 37 minutes à 18 points et 8 rebonds pour les lier. C'est un vrai joueur. Tu vois, ça fait partie de toutes ces inventions de joueurs de Mike Malone. Complètement les vrais joueurs. Bon, et les Monte Morris, on peut en parler. Malik Beasley, et Plumlee qui est derrière Jokic. De toute façon, c'est une belle équipe. Et on était persuadés que si cette équipe trouvait du rythme, elle pouvait s'imposer dans cette série. Et les Spurs, jusqu'à preuve du contraire, avaient réussi à les empêcher de courir, à les empêcher de trouver du rythme aussi sur le demi-terrain, puisque c'est comme ça, il y a beaucoup de pénétration, des grands 8, on appelle ça, du Jokic, posto et tout ça. Et ils ont réussi à limiter cette équipe de Nuggets. Et finalement, ils ont trouvé des solutions, parce qu'à 3-1, avec 2 matchs, avec un match 5 à domicile, tu pouvais imaginer que l'upset était clairement favorable. Alors, je te pose la question, Erwan, le match 5, on a vu d'abord les Spurs dominants, une fois au match 1, une fois au match 3. Les Denver Nuggets héroïques au match 2 et au match 4. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? T'as entendu Popovic en conférence de presse? Et quand Popovic est comme ça, donc on va dire à ceux qui l'ont pas entendu, il a dit qu'il était très déçu de cette défaite, que les Nuggets avaient été plus forts, plus malins, plus rapides, plus adroits. Et forcément, il s'est fait un peu out-coacher. On a le droit de dire Popovic, sur ce match-là, s'est fait complètement out-coacher par Mike Malone. Et en général, le père Popovic,
quand il se fait out-coacher comme ça, quand il se fait un peu botter le cul. Il sort la botte secrète. L'équipe s'est fait botter le cul parce qu'on a vu des Bilinelli qui n'avaient pas de solution pour prendre des tirs. On a vu des Bertans qui n'avaient pas de solution. Il n'y a qu'un petit peu. Paddy Mills qui s'en est un petit peu sorti. Paddy, il régale. Ouais. Je pense que quelque part, il va y avoir des réajustements tactiques et c'est peut-être une série qui va se jouer au coaching. Donc je ne serais pas surpris de voir les Spurs revenir sur un tempo un peu plus lent. Je sais que Popovich, en tout cas, va forcément préparer des choses parce qu'en conférence de presse, il avait très mauvaise. Franchement, sur le match 5, je ne vais pas me mouiller. Tant cette série me paraît très serrée. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une série longue? Est-ce que tu vois un 7e match? Ouais, pour le coup, je vois un 7e match. En plus, c'est des équipes qui ont à peu près le même niveau. C'est deux équipes très sympas à avoir joué. Alors, il n'y a pas de superstars comme Harden, comme Curry, comme KD ou autre, mais ça joue bien au basket. Tu l'as dit, c'est très bien coaché. C'est deux équipes abouties. Et en fait, tu vois tout de suite les essais tactiques des deux coachs. Et donc, du coup, c'est très intéressant à regarder pour ceux qui aiment le basket depuis très longtemps et pour ceux qui découvrent. 6 mots sur DeRozan, il va falloir qu'il prenne un petit peu sur lui. Il se fait expulser. Donc, il a jeté le ballon. Il m'a. Attends. Tu sais, c'est des actions qui me parlent forcément. Ah oui. Non, mais attends. DeRozan jeter sur un ballon d'arbitre, c'est mon doux fantôme. Il m'a régalé. Mais quand même, je sais pas à quoi il joue lui aussi. Quand même, ça fait pas très professionnel, ça fait pas très. Le message est pas très bon. Tu mets ton équipe dans la merde. Ouais, le message est pas très bon qui est envoyé, donc je pense que pareil, il y aura aussi là une revanche à prendre pour DeMar DeRozan. Non, ce match 5, certainement je veux pas le rater. Non, vraiment, clairement. Ça va être un match incroyable. Attention, je veux voir les ajustements tactiques, parce que là, vraiment, ils se sont fait botter le cul tactiquement. Popovich a pris une branlée sur ce match 4 par Mike Malone. Et pour finir sur cette petite affaire, Nikola Jokic, donc 29 points. On attendait justement un gros match au scoring. Il l'a sorti au meilleur des moments. J'espère qu'il va pouvoir continuer comme ça et confirmer ce nouveau statut de star de la NBA pour notre ami serbe. On a fait le tour sur tout ça. Les 4 matchs, les 4 séries de la conférence Ouest, eh bien, on en a parlé. On va pouvoir parler tranquillement de la conférence Ouest parce qu'il s'est passé plein de trucs ce week-end. C'est parti.